Ouais, dis-moi. Les Juifs, l'histoire est très mal interprétée. Ok. Les gens disent c'est la faute des Juifs, c'est des conneries. Tout ce qu'on pointe du doigt chez les Juifs, tous les pays blancs l'ont fait. La Bien destinée sûr. manifeste, Mais c'est pas ce que j'avance. la race supérieure, Mhm. les guerres de conquête, la politique de conquête, la politique de suprématie, tous les pays blancs l'ont fait. Mais maintenant qu'on leur impose ça, ils disent ah, regardez ces Juifs, alors que eux l'ont fait. Tu vois, c'est bizarre quand même. Mais non, Israël ne déroge absolument à aucune règle en termes de structure de pouvoir, construction du pouvoir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un État qui fait du sale. Il y a des populations qui sont bien contentes que cet État fait du sale, mais il y a ensuite d'ailleurs plein de populations qui sont pas d'accord avec ça parce qu'elles restent, elles ont une vue, des idées différentes de ce que propose l'État. Tu as beaucoup de Juifs qui se sont assimilés au pays dans lequel ils sont nés. Par exemple, les Juifs avant représentaient près de 8% de la population. Aujourd'hui, ils sont 15 millions. Donc ça montre que tu as beaucoup de Juifs qui se sont mariés avec des Hollandaises, avec des Américains, avec des Anglais, avec des Allemands, avec des Français. Tu as 150 000 Juifs, les gens ne le savent pas, mais tu as 150 000 Juifs qui ont toqué à la porte de Hitler pour lui dire on veut rejoindre l'armée allemande et se battre pour le Troisième Reich. Donc il y a des Juifs qui se sont assimilés. Donc c'est des humains comme tout le monde. La société d'Israël, elle est exactement à l'image d'une société anglaise, allemande, française. C'est-à-dire que tu as un État qui fait le bordel de partout. Tu as les gens qui sont bien contents parce que d'ailleurs, ils peuvent profiter du système, de l'État. Tu as d'autres qui sont absolument pas d'accord. Tu as d'autres qui se sont assimilés et qui ont décidé comment dire ça, de prendre l'identité du pays dans lequel ils ont grandi. OK? Et tu as aussi l'État, et ça, c'est une réalité que les gens refusent de voir, qui est prêt à sacrifier autant de juifs qu'il faut pour arriver à ses fins. Désolé. On rappelle quand même que lorsqu'on fait une guerre, lorsque la France fait la guerre, l'Allemagne fait la guerre, les États-Unis font la guerre, ils sacrifient leur population pour protéger les intérêts de personnes qui sont derrière comment on appelle ça, l'organisation étatique. Donc Israël, c'est facile de pointer Israël du doigt, alors qu'Israël, en réalité, ne fait rien de spécial comparé à ce qu'a fait la France historiquement parlant, l'Angleterre, l'Allemagne, la Hollande, rien. Là, ce que je Rien. fais, c'est pas pointer Israël du doigt. Ce que je fais, c'est que je te donne un exemple de ce que j'ai compris du Par système contre, qui ils peut sont pas, mettre sous pression l'Europe. Israël, oui, par aujourd'hui, contre, peut mettre en place, est une institution qui est beaucoup plus solide que celle des musulmans, effectivement. voilà, oui, Pourquoi? voilà. Parce que Par contre, c'est ce que j'évoquais. t'as raison. Par contre, Israël, ils ont des membres dont la religion est juive qui ont été capables de s'organiser pour avoir des institutions, contrairement aux musulmans, qui peuvent justement faire un Pression. contrepoids ou bien, voilà, Mm. pression, ou bien faire la subversion à l'intérieur du pays. Ça, c'est vrai. Mm. Le pouvoir le plus puissant dans un pays, c'est le pouvoir politique. Ça n'a jamais été le pouvoir économique. J'explique en fait dans la vidéo que le pouvoir politique a deux origines. Soit il a une origine politique, soit une origine économique. Donc on peut avoir un pouvoir économique qui devient plus puissant qu'un pouvoir politique, mais ce pouvoir économique se transforme en pouvoir politique. Donc on L'Allemagne revient d'Hitler. toujours donc on arrive toujours au pouvoir politique qui devient, non, les juifs par exemple. Les juifs Bah, aujourd'hui, l'Allemagne d'Hitler, c'est quoi? C'est exploitation d'une crise économique en Allemagne qui a conduit à on va dire, un mouvement politique, mais lié à l'économie, tu vois. Et ces événements économiques ont conduit à avoir cette puissance qui était assez énorme durant la Seconde Guerre mondiale, tu vois. C'est quand même l'Allemagne contre les pays alliés. Et c'est un truc de fou, tu vois. Maintenant, je sais pas si c'est ça la notion que tu veux véhiculer par rapport non, non, au lien c'est entre pas, l'économie et la politique. non, par exemple, tu regardes les pays Non. tu regardes les gens les plus riches de pays, tu regardes en France, qui sont les plus riches? Arnaud, Pinault, Bolloré. Il y en a pas un qui Hum, parle de politique. Il y en a pas un qui parle de politique. Donc ils n'ont aucun pouvoir. Exemple, il y en a un qui va se présenter à la mairie de Montpellier, Genre, milliardaire ultra inspirant. en France? Et comment? En France? En France? Qui Xavier Niel, tu vas me dire? Non, non, pas du tout. Je peux Oui, te mais raconter son histoire. J'ai le nom qui m'échappe là. Son c'est une histoire, c'est anecdote. qui? Comment? Mais c'est reste une anecdote. En fait, la question à se poser pour savoir qui contrôle le pouvoir politique, c'est
de qui tu ne peux pas parler en mal dans le pays. Parle mal de Poutine, tu disparais. Parle mal de Xi Jinping, tu disparais. Parle mal du PCC, tu disparais. Parle mal de Poutine, tu disparais. Parle mal des Juifs aux États-Unis, tu disparais. Parle mal des Juifs en France, tu disparais. Donc c'est eux qui contrôlent le pouvoir politique, bien évidemment. Mais les Mais riches c'est une contrôlent les réalité médias aussi. différente. Oui, ça reste pouvoir politique. Je parlais d'Altrad. Voilà, j'ai juste rapidement fait la recherche. Ah, Mohamed Altrad, Ouais. il a aucun pouvoir politique. Il C'est est juste dans un cette mec. condition de Oui, vouloir en avoir, en tout cas. oui, mais il a encore beaucoup de chemin à faire. Comme pouvoir politique, on a les Xavier Niel, il y Il a un en a mec qui aucun. avait acheté un Il média en a aucun. qui soutenait. David il va faire des podcasts pour nous dire attends, franchement, s'il te plaît. Un milliardaire qui va faire des podcasts pour nous dire, il a échoué toute sa vie. Comment ça t'as échoué? Bah, j'ai essayé de racheter M6, ça n'a pas marché. Regardez, j'ai beaucoup échoué. Mais tu te fais de la gueule de qui, là? Tu vois? Et puis, quels sont ses combats, quoi? Épouser épouser la fille de Arnaud. Ça, c'est pas essayer de prendre du pouvoir politique. C'est essayer d'élargir son influence sur la scène économique du pays. Mais ça n'a rien de politique. J'ai Arnaud n'a l'impression- aucun pouvoir politique en France. Aucun. il y a un Il peut en milliardaire qui avoir. a fait les. Il peut en Tu vois ce que avoir. c'est Mais les Arnaud n'est pas softbox? en position de donner son avis en politique et que derrière, les Français se mettent à se dire, ou bien que les médias, se mettraient à écouter, les yeux fermés Arnaud. Non. Hmm. J'ai un contre-exemple politique d'un milliardaire qui a beaucoup d'influence sur ça, c'est Pierre-Édouard Stérin. Tu vois qui C'est c'est? un enfant. C'est un enfant. C'est tous des enfants. C'est des enfants, mais c'est des enfants qui ont du pouvoir quand même, Non, quand je dis que c'est des économique et enfants, politique. non, quand je dis que c'est des enfants, c'est qu'il y a le pouvoir politique et puis il y a des petits pouvoirs politiques, mais c'est toujours c'est la même dynamique en fait. C'est qu'on achète toujours un peu de pouvoir politique pour protéger ses intérêts économiques. Donc, ce terrain, oui, il essaie d'avoir du pouvoir politique, mais c'est toujours pour protéger certains intérêts économiques. Arnaud le fait pareil, Bolloré a plein de médias. C'est toujours pour protéger ses intérêts économiques quelque part derrière. C'est-à-dire qu'il va essayer de contrôler une partie du pouvoir politique pour lui derrière de mieux desservir d'un point de vue économique. Mais ce n'est pas le pouvoir politique véritablement en place en France. C'est influence, c'est ce qu'on appelle des jeux d'influence. C'est tout. C'est des jeux d'influence qui influencent quand même une grande partie de la politique française. Parce que Moi, aujourd'hui, j'ai fait une vidéo. je sais pas si t'es au courant de la corruption qu'il y a en France, mais c'est indécent la corruption qu'il y a en France, La corruption, notamment c'est en lien quelque chose. avec les mairies et en lien avec leur pouvoir de pouvoir changer un terrain en un terrain exploitable, montant la valeur du terrain, du foncier et exploitant justement les bénéfices de l'augmentation du terrain d'un village, tu vois, pour faire de l'argent. Aujourd'hui, Là, je sais pas ce que je voulais dire. Vas-y, termine. par rapport à cette arnaque-là spécifiquement, aujourd'hui, en fait, quand t'es maire d'une ville, tu as des terrains qui sont non violables. Et t'as des terrains qui sont constructibles. Un terrain constructible est 10 fois plus cher qu'un terrain non violable. Pourquoi? Parce que il y a des forêts, des zones protégées, il y a des lièvres, etc. Et le maire en a à sa capacité de pouvoir vendre des lieux non constructibles au début, qui ne valent pas grand-chose, et de tourner ça en lieu constructible, ce qui multiplie par 10 le foncier. Et en fait, ils font du bénéfice là-dessus en rachat de terrain, tu vois. Donc la corruption, elle existe et le pouvoir politique a un lien fondamental avec l'économie, tu vois. J'ai l'impression en tout cas. L'économie en tout cas influence la politique, ça c'est une certitude. Pour ma part. Et Oui, quand le on pouvoir de utilise le l'argent. pouvoir politique pour pouvoir faire de l'économie, c'est le but finalement des mecs qui injectent de l'argent pour pouvoir influencer la Il politique et y a des exploiter ça, mecs tu qui vois. disent qu'il y a 5 pouvoirs, parce qu'on dit qu'il y a le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, et que personne ne cite les deux autres pouvoirs, le pouvoir de l'argent et médiatique. Mais le pouvoir de l'argent, en réalité, c'est un pouvoir anecdotique. C'est un pouvoir, en fait, qui est là pour essayer de contrôler un peu de pouvoir politique. Et dans ce pouvoir politique, tu as le pouvoir politique et tu as des pouvoirs politiques. C'est tout. C'est pas. Quelle est l'influence de ce terrain aujourd'hui pour changer le visage de la France, de je ne sais quoi. Il commence même, il a acheté 2, 3, 4 médias. C'est tout. Il soutient des campagnes C'est tout. présidentielles. Regarde les Bretons. Les Bretons, il y a beaucoup de Bretons très riches en France, mais ils sont jamais organisés pour construire quelque chose parce que c'est pas ce qu'est la France, quoi. C'est pas comme ça que les gens.
Historiquement parlant, les Juifs, c'est des gens très communautaires. Pourquoi? Parce qu'il suffit de s'intéresser à leur histoire pour savoir que ils n'ont pas eu d'autre choix que de devenir très communautaires. Ils ont toujours eu des bourreaux, et que les derniers bourreaux en date qui a vraiment accéléré de devenir une communauté qui tend Solide. toujours à s'institutionnaliser dans un pays de manière sérieuse, c'est la chasse des rois catholiques en Espagne en 1492. À cause de ça, ils ont retenu la leçon, ils sont allés s'organiser correctement en Hollande et dans les autres pays d'Europe et remonter dans l'Empire ottoman. Ils ont retenu la leçon pour ne plus jamais, enfin pour que la prochaine fois, ils essaient le plus rapidement possible d'infiltrer, ou bien de se protéger, en tout cas d'avoir un paravent contre, on va dire, un potentiel chef d'État qui ne serait pas très content d'y avoir dans le pays. Maintenant, ils se sont rendus indispensables. Ça s'appelle un phénomène de causalité historique, causalité première. Et quand tu fais la causalité première des Juifs, c'est que ça en fait. C'est des gens qui ont toujours eu besoin d'être communautaires parce que le pouvoir politique est toujours là pour les enculer. Les Assyriens, les Babyloniens, les Perses. Alors attends, en moins 722 déjà, les Assyriens. En moins 584, les Babyloniens. En moins 70, les Romains. Et puis, tu as tous les épisodes en Europe, tu as les épisodes avec les rois catholiques, tu as les épisodes avec les rois français. À partir de là, ces gens, en fait, ont compris que pour s'en sortir, il fallait s'organiser en termes de communauté. Mais en France, aujourd'hui, on n'a plus ce truc de s'organiser en termes de communauté. T'as jamais vu une organisation... Et à ton avis, pourquoi? Dans la France dans laquelle on est aujourd'hui en 2026. Pourquoi quoi? Pourquoi aujourd'hui, la France n'arrive pas à s'organiser en communauté? Pourquoi les Français en eux-mêmes, en soi, n'arrivent pas à s'organiser en communauté? C'est que, de ce que j'ai compris, le lien entre les Juifs qui leur permet de s'organiser en communauté, c'est le fait qu'ils soient croyants envers une puissance commune. Non, rien de croyant. Les Français ne sont pas croyants envers une puissance commune. Donc, pour les rassembler, c'est sur quel objectif, quelle base que tu veux rassembler et créer une communauté en France, sachant que personne a ces objectifs, ouais. Le judaïsme est plus une culture qu'une religion. Ces gens n'ont absolument rien de religieux. Par contre, ce que les gens appellent judaïsme, en réalité, est une culture qui permet de réunir ces personnes. Pourquoi les Français aujourd'hui sont pas capables de s'organiser en communauté? C'est parce que la France est malade, économiquement parlant. Non, pas économiquement parlant, idéologiquement parlant. Ce qui influe d'ailleurs ensuite sur l'économie, est malade d'une idéologie qui a été une idéologie libérale. En 1789, les Français s'organisaient avant cette dette-là, les Français s'organisaient en termes de communauté. Ça s'appelait les corporations. C'était un système économique sur 3 étages. Maître, apprenti, compagnon. Les corporations étaient des structures économiques et sociales indépendantes qui L'église de la bourgeoisie et les... Tu parles de ça? Non. L'église de la bourgeoisie des... Non, je te parle. Non. Ok. Je sais pas moi. Je te donne un exemple. T'as un maître. Des chaudronniers. Ouais. T'as l'apprenti, t'as le maître et t'as le compagnon. Donc et en fait, c'est quoi? C'est c'est des confréries professionnelles, par exemple, où c'est que des architectes, d'accord? Et entre architectes, on va s'organiser pour trouver du travail aux nouveaux qui entrent, pour former ceux qui entrent, trouver du travail à ceux qui cherchent du travail, et toujours s'assurer que les membres de la communauté ne manquent jamais de travail et ne manquent absolument de rien pour s'occuper de leur famille. Donc c'était en réalité ce qu'on appelle aujourd'hui des syndicats, quoi, mais vraiment indépendants. Et donc le problème à cela, c'est que c'est tellement, il y a cette idée marxiste du marxisme dans la seconde étape du marxisme, où en fait on te dit qu'il faut détruire l'État, révolution du pays, on donne les clés à l'État qui devient extrêmement puissant, contrôle absolument tous les appareils institutionnels du pays pour ensuite se dépérir de lui-même et qu'il n'y a absolument plus de structure étatique en place, mais un patchwork de personnes formant des petits groupes vivant de leur passion, autosuffisants économiquement parlant. En réalité, c'était ça les corporations. Le problème à cela, en fait, c'est que c'est bien trop indépendant, bien trop organisé, bien trop protégé pour que des personnes puissent installer le patronat. Qu'est-ce que le patronat? C'est moi, je suis patron, j'ai du capital, je vais emmagasiner le maximum de personnes qui vont travailler pour moi dans mon industrie où je vais standardiser, automatiser, ces personnes me rendront riche. C'est le concept du capital. Bon, c'est pas du capital, mais on va dire de ce libéralisme qui a commencé à bien, de cette idée du libéralisme qui a commencé à bien s'articuler en Allemagne, en Hollande et en Angleterre.
Donc en fait, les Français, c'est pour ça que je parle de la guerre de 7 ans qui est extrêmement importante. Les Français, le roi perd beaucoup d'influence vis-à-vis de la guerre de 7 ans. Les gens te parlent beaucoup de monarchie absolue en France. Donc Louis XIV, Louis XIII, qui avait déjà préparé le terrain. Henri IV aussi à peu près, peut-être même trois, mais Henri IV surtout qui commence à préparer le terrain pour contrôler absolument tout l'État, c'est des conneries. La France n'a jamais été aussi décentralisée durant l'époque des rois. C'est-à-dire chacun gérait son business. Le noble gérait son business, le serf gérait son business, la corporation gérait son business, et les rois, eux, ils s'organisaient comme ils pouvaient. D'ailleurs, les rois avaient beaucoup de problèmes d'impôts, c'est ça qu'ils essayaient de voir ce qu'ils peuvent taxer. Mais les rois ne s'endettaient jamais chez les vampires qui aimaient un peu trop le libéralisme. Qu'est-ce que le libéralisme? En fait, c'était de détruire ces structures pour imposer la loi du marché. Et il y a un épisode en France qui l'explique très bien, c'est la police des grains, où en fait, avait le marché de la farine, du pain, des pains en France. Chacun s'organisait correctement. Il y avait un système de taxation, c'est-à-dire qu'on pouvait pas mettre les prix du pain les prix du pain ne pouvaient pas dépasser un certain niveau. Et le système était fait de telle sorte que tout le monde puisse, à la fin de la vente, avoir un peu de pain pour nourrir sa famille. On allait insuffler à l'idée des rois parce que certains Français s'inspiraient de l'Angleterre, parce que je te dis que le problème, c'est qu'on a voulu s'inspirer de l'Angleterre et de la Hollande. C'est surtout la Hollande en réalité, parce qu'en fait, l'Angleterre aussi s'inspire de la Hollande. On a voulu s'inspirer de ces pays. On allait voir les rois pour leur dire, écoutez, le libéralisme, c'est quelque chose qui va vous permettre de collecter plus d'impôts et qui va permettre aussi aux Français de mieux s'enrichir. Bien évidemment, on a menti aux Français. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont libéralisé le marché du pain. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Tu as des mecs qui ont acheté beaucoup de pain, les stocker dans des hangars, les cacher. Il Trop manquait fort. du pain. Il manquait du pain. On a fait augmenter les prix. Et vu qu'ils contrôlaient toute la quantité de pain, ils se sont absolument permis de faire augmenter les prix. Et tu te retrouves avec plein de personnes qui étaient incapables d'acheter du pain. Certains se sont beaucoup enrichis, d'autres n'avaient pas assez d'argent pour acheter du pain. Donc beaucoup étaient dans la famine. Boum, révolution. Le roi a dit c'est bon, on arrête ça ces trucs et on remet la police des grains comme c'était à la base. Pourquoi? Parce qu'en fait le truc ici, c'est que arrêter le libre-échange, c'est quoi? C'est trouver le moyen en fait de contrôler l'offre et la demande. C'est C'est ça, pour ouais, exactement. le problème des riches. Quand tu es trop riche, tu as le pouvoir de contrôler l'offre et la demande, et quand tu contrôles l'offre et la demande, les prix, t'en fais ce que tu veux. Il y a des pays où c'est interdit. La Chine, c'est interdit. La Chine, c'est un pays ultra capitaliste. Mais ces histoires de grand capital qui veut se mettre à tout contrôler, faire l'offre et la demande, niet. À Singapour, c'est interdit. Au bout d'un moment, on va commencer à te dire, monsieur, là, ça devient un pays équitable. Les États-Unis d'Amérique, qui est un pays capitaliste, des présidents ont fait des campagnes et gagné des campagnes à cause de cela. Roosevelt a gagné une campagne pour détruire la Standard Oil Company. Parce que ça devenait des monopoles qui faisaient l'offre et la demande. Et on avait trois monopoles qui posaient problème. JP Morgan qui contrôlait l'argent, Carnegie qui contrôlait l'acier, et comment il s'appelle l'autre? Contrôler l'énergie. Rockefeller, non. Oui, c'est Rockefeller, la Standard Oil Company. Contrôler l'énergie. À eux trois, contrôler toute l'économie du pays. Il y a un président qui a dit niet. Ça, c'est de la concurrence déloyale, c'est trop de monopole. Donc, en réalité, lorsqu'il te parle de libre-échange, le libéralisme, la liberté du marché, non, non. Le but ici, c'est de s'enrichir un maximum en contrôlant l'offre et la demande et en esclavagisant tout le monde. Et c'est pour ça qu'en fait, en France, on a Très fort. empêché les Français de s'organiser de la sorte. Pourquoi? Il y a une loi, en fait, la loi Le Chapelier, qui a fait qu'on a interdit les corporations, on a D'accord. interdit aux Français de s'organiser, on a interdit aux Français d'aller même à l'église ensemble. Le chômage a été institutionnalisé. Parce qu'après cette révolution, il y a beaucoup de personnes au chômage. Et quand t'es au chômage, parce que des connards contrôlent l'offre et la demande, et bah, t'es obligé de toi d'aller travailler pour ce connard. Parce que t'as bouché, il faut manger. Et c'était ça, en fait. Pourquoi, les Français ne s'organisent plus? Parce on a détruit leur structure pour ensuite, idéologiquement parlant, changer leur manière de penser pour leur mettre dans la tête que si aujourd'hui ils mangent, c'est grâce aux patrons qui prennent des risques, les entrepreneurs. C'est des conneries. C'est juste une manipulation, on va dire, collective. Manipulation qui est liée surtout à l'économie et qui est liée entre le lien et l'offre et la demande, qui maintient, on va dire, cet équilibre. Le fait d'avoir instauré le chômage, du coup, ça permet d'avoir cet équilibre-là, si j'ai bien compris. D'avoir, en Le fait, une chômage, sorte de le de chômage, leur tenir par les couilles, quoi. C'est-à-dire que si il y a deux choses pour tenir les gueux. Il y a deux choses pour tenir les gueux par les couilles. du Le pain chômage, je pensais non, que non, t'allais non, citer César. non, Moi, le je suis du chômage, pain et des jeux. Mais ouais, ouais, non, mais vas-y, ouais. le chômage est autre chose. Qu'est-ce que c'est à ton avis? Le divertissement.
D'un point de vue asset institutionnel. C'est T'as le ça. chômage, ok. Et genre la deuxième chose, ça serait en lien avec quoi? En lien avec quel La genre tu monnaie. peux me le dire? La monnaie, La ouais. monnaie. Ah, c'est logique. Parce que Et donc, c'est, la monnaie, elle fluctue, elle est pas stable. et Ok, donc, ouais, j'ai c'est quoi? capté, ouais. L'inflation. L'inflation, ouais. Donc, C'est qui est la perte de la valeur de la monnaie. c'est fort. Non mais Et j'avais c'est pas comme le ça mot qu'on inflation, mais c'est contrôle, très fort. c'est Mhm. comme ça qu'on contrôle des populations. Et C'est fort, c'est très fort. ils l'ont appris à leurs dépens. Qu'est-ce que le socialisme en réalité? Le socialisme n'est rien d'autre que des humains qui se sont rendus compte que leur force de production, c'est quelque chose qui a pas énormément de valeur pour ceux qui contrôlent les appareils de production, les moyens de production. Donc, il n'est plus question qu'on accepte cela. Il faut qu'on s'organise pour rééquilibrer la balance. Le problème à cela, c'est que dans l'histoire, lorsque les pays étaient en plein emploi et que des gens faisaient la révolution, notamment les travailleurs dans les champs, les carrières de mines, là, ça c'est Mhm. un épisode qui est très intéressant en Angleterre. Eh bien, ces personnes ont compris que à partir du fait qu'il n'y avait pas de chômage et parce que leurs conditions étaient quand même insupportables, on pouvait s'organiser en forme de syndicat pour demander de meilleures conditions. Donc en Angleterre, par exemple, tu avais 765 000 travailleurs dans les mines qui se sont organisés pour faire pression vis-à-vis de l'État pour améliorer leurs conditions. Et ils pouvaient se permettre de le faire parce que le pays était en plein emploi. Et à partir de cet épisode-là, ils ont compris qu'il fallait créer le chômage. Parce que créer le chômage, ça envoie le signal aux gens que si tu travailles pas, mon ami, tu vas mourir de faim. Et la deuxième chose qui leur permet davantage de infantiliser les personnes, c'est la perte de la valeur de la monnaie. Parce Pareil, que travaille toute la pouvoir journée. d'achat, travail plus, etc., etc. Voilà, tu travailles toute la journée, la monnaie n'a pas de valeur, t'es obligé de travailler plus, quoi, et ça t'empêche d'aller penser, d'aller apprendre, et puis de toute façon, t'as pas le choix, il faut bien gagner suffisamment d'argent pour nourrir ton enfant. Donc le chômage et l'inflation, c'est des choses exceptionnelles. Il Mhm. faut contrôler les gens.